Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur notre site ou à travers vos box à la télévision et en replay bien sûr à consommer sans modération, bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours ce trio clé d'actifs qui mettent de la pression sur les marchés mondiaux, à savoir le dollar, les taux, le pétrole dans une moindre mesure. Mais les mouvements du jour sont encore des mouvements qui concernent la force du dollar, avec un euro-dollar sous 1,05 désormais. On a même vu le yen japonais plonger jusqu'à 150 yens contre dollar, avant sans doute une intervention de la banque centrale japonaise ou du ministère des Finances japonais qui intervient sur le marché des changes. On a vu ensuite le mouvement inverse avec un rebond du yen. Néanmoins, la force du dollar met de la pression importante sur la plupart des grandes devises. Et puis les taux longs, c'est l'histoire des dernières semaines. L'envolée des taux longs, la reconstitution des primes de terme qui amène le 10 ans américain à plus de 4,75%, le 30 ans américain est à plus de 4,85%, le 10 ans allemand à 2,95% aujourd'hui. Et le mouvement ne semble pas s'interrompre pour l'instant. C'est la question de très court terme. Où est la limite ? Jusqu'où les taux longs peuvent-ils augmenter encore avant les prochaines réunions de Banque centrale qu'il faudra attendre pendant quelques semaines maintenant, qui ne commenceront pas avant fin octobre, début novembre. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché. Face à ces mouvements de taux, les actifs risqués, les actions notamment, sont sous pression avec des indices en Europe qui poursuivent leur retracement. Difficile encore de parler de correction. On a plutôt le sentiment d'un effritement, d'une baisse qui pourrait peut-être d'ailleurs s'accélérer sur les marchés actions. Mais on n'a pas encore perdu 10% sur les indices actions. On est sur des baisses beaucoup plus mesurées, même si on a vu le CAC 40 effectivement revenir autour des 7000 points et même un peu en dessous. Au cours de cette séance, vous aurez le détail dans un instant avec Côme Dubois. Discussion bien sûr avec nos invités en plateau dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le sujet des transitions et des infrastructures, comment la dette, l'infrastructure devient un marché clé pour financer les transitions énergétiques, digitales qui sont aujourd'hui devant nous. Nous en parlerons avec Charlotte Aubin, présidente fondatrice de Greenwich Partners, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec une nouvelle séance de baisse pour les indices actions en Europe, résumée par Côme Dubois. La bourse de Paris reste sous pression. Ce mardi, le CAC 40 est même passé sous la barre des 7000 points au cours de la séance pour la première fois depuis mars 2023 en raison de l'envolée continue des rendements obligataires. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est monté à son plus haut niveau depuis août 2007 à 4,75%. Celui du papier à 30 ans a atteint un pic depuis octobre 2007 à 4,85%. Du côté des devises, le dollar continue de progresser et la parité euro-dollar est passée depuis hier sous les 1,05. Sur le front du pétrole, on peut noter une forme de stabilisation avec des cours qui n'ont pas marqué de nouveaux records ces dernières heures et un baril de brut léger américain qui se traite pour l'instant sous les $90. Du côté des valeurs, parmi les valeurs qui ont le plus souffert aujourd'hui, Téléperformance chute jusqu'à 3% au cours de la séance. Le gestionnaire de centre d'appel a en plus été affaibli par une dégradation de recommandations de Deutsche Bank d'acheter à conserver. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation du PIB italien pour le troisième trimestre, ainsi que l'ISM Service pour le mois de septembre aux États-Unis et les créations d'emplois du secteur privé aux États-Unis, toujours pour le mois de septembre, mesurées par ADP. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Côme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Cholet d'être avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Président de Montségur Finance. Pierre-Olivier Béfi nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. C'est donc le triptyque un peu infernal, dollar, taux et puis le pétrole, effectivement, comme le soulignait Côme, qui ne marque pas de nouveaux records aujourd'hui.
aujourd'hui sur les taux longs, cette nouvelle jambe de correction obligataire sur la partie longue des courbes obligataires, notamment aux États-Unis, Pierre-Olivier, comment vous l'analysez? Qu'est-ce qui motive ce mouvement supplémentaire de correction sur cette partie longue de courbe, quand les taux courts restent quand même beaucoup plus stables aujourd'hui? Et puis se pose la question de la vitesse du mouvement et de jusqu'où ce mouvement peut se déployer. On a l'impression d'un mouvement assez linéaire jusqu'à présent sans stop. Alors on parle beaucoup de primes de terme, mais je pense aussi qu'il y a une partie de la hausse qui est due au fait qu'on déprice des cuts de la Fed. Alors, même. Traduction. Alors, traduction. Prime de terme, on déprice des cuts. Voilà. Bon, je vous laisse expliquer tout ça, du coup, Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Les taux longs, c'est la courbe des taux. Si on empruntait chaque année le même montant, qu'on renouvelait, plus la prime de terme, ça nous donne le taux long. Vous avez une prime quand vous achetez une obligation à 10 ans par rapport à quelqu'un qui achèterait pendant 10 ans une obligation à 1 an, chaque année. Voilà. Pendant 10 ans, bien sûr, vous portez... l'argent est bloqué, etc. Exactement. Et on prend plus de risques. Voilà. Donc cette prime de terme, qu'elle augmente, c'est sans doute normal. On a des dettes de manière générale très élevées, plus incertitude sur le régime d'inflation. On ne sait pas très bien où est le taux d'équilibre final, donc c'est normal qu'on ait un peu d'augmentation là-dessus. Mais au-delà de ça, il y avait aussi, encore il y a quelques temps, même au mois de juillet, on avait presque 5 baisses prévues par les marchés de taux de la Fed l'année prochaine. Bon, il n'y en a plus que 2 à peu près maintenant, voilà, et 3 en 2025. Donc on voit aussi qu'on a, l'idée c'est un peu ce que beaucoup appellent le higher for longer. Alors, le higher, moi je commence à douter, mais enfin bon, disons que l'idée de garder les taux très longtemps au même niveau. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui a induit aussi la remontée de la partie longue et pas de la partie courte. Mais non. Voilà, la partie courte bouge un petit peu, les gens se demandent si la Fed ne va pas encore en faire une. Moi je pense que toutes les banques centrales sont done maintenant. Là. C'est fini parce que en fait ce qui se passe aujourd'hui avec le resserrement des conditions financières, elles obtiennent exactement ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elles avaient l'impression que monter les taux, ça ne servait à rien. D'ailleurs, il y a plein de raisons pour lesquelles monter les taux, ça n'a pas mordu sur l'économie aussi vite que ce qu'on pensait. Et donc cette augmentation de la partie longue, c'est une manière de resserrer plus brutalement les conditions financières sur plein de... Quand on fait monter le dollar, c'est pénible pour les émergents. Regardez, tous les trades de carry sont en train de lâcher. On en avait parlé la dernière fois. Quand on a les taux qui montent, le marché action devient un peu plus cher. Voilà, donc ça génère quand même un resserrement des conditions financières qui est assez fort. Donc moi, je pense que ça fait partie encore du plan voulu par la Fed, en l'occurrence, puisqu'on parle du dollar. Voilà, moi je pense que oui. Alors après, du coup, jusqu'où ça peut aller? Alors à court terme, moi j'en sais rien. C'est un peu dangereux parce que on peut avoir d'abord le marché très long duration. C'était quand même un des trades les plus consensuels encore il y a 2 mois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent avec cette position, mais on peut avoir des débouclages. Voilà. On a aussi des spectres d'intervention qui peuvent être gênants. Par exemple, si la Banque du Japon se met à dire bon moi je monte mes taux, ça va refaire monter tous les taux obligataires. Donc il y a un vrai enjeu aussi. C'est une nouvelle jambe de hausse pour les taux mondiaux si pourquoi pas la Banque du Japon effectivement lâche sur ces taux négatifs. Alors après, si on veut mettre, je dirais, des perspectives là-dessus, moi je pense que si on est dans l'idée que la Fed a fini de monter ses taux. Donc, d'abord, je pense que le 1er novembre, ça peut rassurer un peu les marchés. Donc, on a une fenêtre de tir dans le prochain mois qui est peut-être pas très confortable à vivre, mais je pense que ça sera un peu mieux à partir de novembre sur les conditions financières et sur les taux. Ça deviendra plus stable. On a aussi le chiffre d'inflation la semaine prochaine qui peut commencer à rassurer un peu le marché. Les chiffres d'emploi, faire très attention. Bon, il faut se rappeler que même en 2008, au moment de la récession, les non-farm payroll, donc les données d'emploi aux États-Unis étaient très fortes. Et c'est révisé, etc. Donc les données d'emploi, elles sont généralement très en retard. Donc malheureusement, ça nourrit un peu la spéculation, je dirais, sur la hausse des taux. Mais c'est des données qui sont très tardives. Mais dans un environnement psychologique où les taux montent très fort et on s'est fait un peu avoir, ça peut être un peu gênant. Voilà. Mais du coup, si on se dit que la Fed a fini à 5,50, bon, c'est quand même un peu difficile de se dire que les taux 10 ans vont aller au-dessus de 5,50. Voilà. Et même normalement, plus les taux montent fort et plus on se dit que ça va mal finir. Donc la probabilité d'un hard landing va venir après. Donc dans l'interprétation du marché. Donc peut-être pas un hard landing pour le mois prochain, mais enfin peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est difficile complètement d'enlever dans les prix de marché le fait qu'à un moment, à force de resserrer trop brutalement, ça va mal se finir. Donc moi je pense qu'on commence à arriver dans la zone 4,75-5, qui est quand même une zone où on devrait avoir, ça devrait un peu s'arrêter. Mais le problème c'est après quel est le catalyste qui fait que ça s'arrête très vite? Est-ce que c'est un crash de marché? Enfin il y a des quel est le coupe-circuit quoi? Voilà. Donc, le problème c'est que c'est un peu l'incertitude actuellement et ça
ça, c'est pas évident à gérer. Tout le monde a l'idée, par exemple, que le S&P à 4002, c'est sans doute le point d'atterrissage, mais enfin bon, si on craque et que, enfin, on peut avoir des effets un peu vicieux, voilà. Après, bon, je ne dis pas que ça va être le cas, mais il y a une petite zone un peu d'incertitude où il faut quand même être assez humble sur le scénario des 2 prochaines semaines. Moi, ce qui me marque, c'est qu'un des grands arguments obligataires des derniers mois pour dire que les taux n'iront pas beaucoup plus haut, que la Fed est peut-être déjà en train d'être done, comme vous dites, c'était quand même ce qui s'était passé en mars. C'est-à-dire se dire qu'à un moment, ces hausses de taux violentes vont casser quelque chose dans le système financier. Et puis, la parenthèse SVB s'est refermée. Et là, on voit les taux continuer de monter, encore une fois, les taux longs, et plus personne ne s'inquiète d'un risque systémique ou pour la stabilité financière. Oui, alors en fait, ce que je pense que le marché a intégré 2 choses. La première, c'est que quand on monte très brutalement les taux, on a généralement des accidents. Historiquement, ça a été le cas. Mais là, on a eu un petit accident. C'est pas un gros accident, c'est gérable. Il y avait l'épisode britannique aussi, octobre 2022, les LDI, etc. Le problème des taux, c'est qu'on sait qu'avec des taux réels aujourd'hui, même en Europe, qui commencent à passer à des niveaux très élevés, avec le montant de dette qu'on a à long terme, ça sent très mauvais. Voilà. Mais il y a toute la transmission au milieu. C'est-à-dire que non seulement les entreprises, les ménages, les États en 2020, 2021 ont mis en place ont loqué, j'arrive pas à verrouillé des taux très très bas. Voilà. Donc avec des bilans qui sont très peu attaqués. On le voit d'ailleurs, les charges d'intérêt en pourcentage du revenu pour les ménages, par exemple, commencent à monter, mais très doucement. Pour les entreprises, pour les grosses entreprises, c'est même en train de baisser. Donc c'est un peu le paradoxe. Donc on monte les taux à 4,5, à 5,5 aux US. La transmission n'est pas tout à fait totale. Exactement. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très mal compris dans le marché, qui est qu'on est en fait en QI, en liquidité. Alors pourquoi ? Parce que quand vous avez... Ce cycle est très particulier. On a eu un QI fantastique. On a mis énormément d'argent dans le système. Quand la Banque centrale a mis énormément d'argent dans le système, elle a acheté des obligations, par exemple, avec des taux à 0%. Voilà. Très cher. Très cher. Et aujourd'hui, elle a mis ses taux à 5 ou aux États-Unis et puis à 4 en Europe. Excusez-moi, je commence à avoir Alzheimer. Je commence à plus compter mes chiffres. Bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne, tous les 25 BP de hausse qu'elle a faites, elle donne 9 milliards au marché par an. Enfin, à l'économie par an. Puisque c'est ce que ça lui coûte. Donc 9 milliards, par exemple, si vous calculez de 0 à 4%, si je fais le calcul, ça fait à peu près 72 milliards. Donc ça lui coûte 72 milliards tous les ans. Alors qui est-ce qui bénéficie de cet argent ? Eh bien, c'est les particuliers qui ont acheté un bien immobilier à 1%, et puis qui se disent, au lieu de le rembourser, je vais placer ça sur mon livret A, sur des rendements plus élevés. Je n'ai pas besoin de rembourser, puisque au contraire, j'arbitre les banques et le système bancaire. Ce sont les entreprises, notamment, par exemple, et là, il y a de différenciation. Il y a des grandes entreprises qui n'ont pas de dette, qui bénéficient juste du cash, donc elles sont hyper contentes d'avoir ce cash qui rémunère encore plus. Et puis, pour celles qui ont un endettement pas trop élevé, mais correct, elles se disent, moi, j'ai du cash flow, je vais le placer au lieu de rembourser ma dette aussi. Donc, ça nourrit en fait la liquidité dans le système, et le paradoxe, c'est que du coup, ça assouplit les conditions financières. Donc la hausse des taux qu'on a vue, elle n'est pas vraiment transmise dans le système, à la fois en termes de prix, mais aussi, parce que encore une fois, les refinancements vont se faire en 2025, mais aussi en termes de liquidité. Chiffre cité par un de vos confrères économistes hier sur les revenus attendus pour le patrimoine des Français en France sur 2023, c'est de l'ordre de 10 milliards. On passe de 0 à 10 milliards. De revenus du patrimoine tiré de la remontée des taux d'intérêt. Tant mieux pour les Français. Bien sûr. Mais bien sûr. Bon, sur ces histoires de taux et de duration également, si on parle investissement, Benoît, comment vous regardez la situation ? Alors là, on sent qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Néanmoins, en tant qu'investisseur, comment on regarde peut-être à travers les mouvements du moment, et est-ce qu'on est déjà sur des niveaux de taux longs qui donnent envie d'investir ? C'est clair que sur les marchés obligataires, on retrouve des niveaux d'investissement qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Donc ça, c'est plutôt une opportunité quand on construit les portefeuilles. Et c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est des mouvements probablement un peu exagérés quand même sur les taux longs, peut-être un peu rapides, mais de la même manière qu'à l'inverse, la baisse des taux longs avait été exagérée par les politiques de banque centrale, Pierre-Olivier l'a rappelé tout à l'heure, et donc donner des signaux peut-être un petit peu faux aussi au marché. Quand la courbe s'est inversée, elle s'est peut-être inversée un peu rapidement par rapport à ce que l'économie ne le nécessitait, de la même manière que ce qu'on est en train de voir actuellement est une courbe
qui s'aplatit, on va dire, qui donne l'impression de vouloir s'aplatit peut-être un petit peu plus vite que ce que l'économie... Ça se repentifie, hein, c'est voilà, ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On était inversé, voilà. donc on se repentifie pour venir... Et c'est peut-être un peu rapide parce qu'il y a plus cette politique d'achat des banques centrales. Donc là encore, on a des signaux probablement un peu erronés qui sont vraiment brouillés par les politiques de banques centrales. Et donc, c'est vrai, des opportunités sur les marchés obligataires. Probablement quand même des niveaux de taux un tout petit peu exagérés, mais jusqu'à quand, c'est toujours difficile de le dire. Et c'est vrai que de toute façon, ça redonne, je dirais, un monde normal, entre guillemets. On a vécu 10-15 ans dans un monde qui était totalement atypique. Les marchés obligataires et globalement les investisseurs sont en train de se rendre compte qu'on retrouve un régime d'inflation plus classique probablement. C'est peut-être du 3% autour d'inflation que du 1% moins comme on l'a vécu. Tant mieux en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. C'est cette phase de transition qu'on est en train de vivre qui n'est pas très sympathique parce qu'elle génère de la volatilité. Il faut que tout le monde se recale sur ces sujets-là. Les marchés obligataires sont en train de le comprendre, plus ou moins rapidement et correctement. On va revenir dans un monde où on pourra être plus diversifié dans les investissements et on retrouvera au final des placements refuges plus classiques que ce qu'on avait pu voir les 10-15 dernières années. Pour être rémunéré, il fallait prendre du risque. Ce qui était quand même totalement atypique. Ça ne va plus être le cas. Sur l'idée du système et de la stabilité du système financier, encore une fois, désolé, c'est un débat qu'on a eu à plusieurs reprises, mais est-ce que le fait que le système est tenu à travers la crise britannique, des LDI, des fonds de pension en octobre 2022, qu'on ait résisté également à l'éclatement des acteurs crypto, n'oublions pas, FTX, ça a été aussi une secousse quand même dans une partie, alors peut-être confinée du marché, mais quand même, c'était une partie en plein essor. Plus l'épisode SVB, là aussi, dont on pouvait craindre qu'il ne dérape et qui finalement semble s'être refermé de manière plutôt propre, on va dire. Est-ce que ça rassure sur l'idée que le système peut tenir malgré ce niveau de taux, ou est-ce que cette question-là, elle est permanente, toujours en cours? C'est vrai que dans les politiques de taux directeurs et notamment les phases de hausse de taux, elles finissent souvent par un problème et par quelque chose qui émerge et qui amène une baisse violente des marchés. C'est pas systématique. Et c'est vrai que, par exemple, pour la Fed, c'est toute la difficulté. Est-ce que je monte un tout petit peu trop mes taux directeurs? On a plutôt le sentiment qu'elle va s'arrêter là. Et je crée peut-être le problème. La turbulence de trop, voilà, quoi. La turbulence de trop et je vais être accusé. Ou est-ce que je m'arrête, mais je prends le risque de la résistance de l'inflation, le second tour de l'inflation, et là je vais être accusé de ne pas avoir fait suffisamment. Je pense qu'elle préfère quand même malgré tout aller un tout petit peu trop haut. Quitte à avoir un ralentissement plus vite que se faire accuser d'avoir loupé le second tour d'inflation. Mais elle navigue comme ça, c'est-à-dire qu'elle navigue à vue. On a plutôt le sentiment qu'effectivement les taux directeurs, on arrive à un point quand même un peu limite et que ça va quand même amener un ralentissement à court terme, pas très violent, mais un ralentissement à court terme. C'est le meilleur des scénarios en fait quelque part. Une économie qui cale. Dans les prochains trimestres et semestres. En zone euro, c'est déjà le cas, mais aussi aux États-Unis, et qui permettrait aux banques centrales de dire j'ai fait le travail et on passe à un second cycle, un nouveau cycle de relance. Oui. Parlant d'une économie américaine au-delà du potentiel pour 2023, peut-être, en termes de croissance. On sera plus de 2% de croissance. Donc si on cale, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, c'est ça, c'est ce que je comprends. Ce qui est intéressant là dans le triptyque infernal, vous avez le droit de commenter tout ce qu'on vient de dire évidemment, François, mais c'est un peu ce que disait Benoît. À un moment, le niveau des taux longs, ça devient quand même un peu ou récessif ou négatif pour l'économie réelle. Ce qui est intéressant de voir là dans le moment du jour, c'est que le pétrole ne monte pas là. Oui. Alors qu'on avait cette espèce de trio dollar, pétrole et taux là, ces dernières semaines, et là, la force du dollar, la force des taux, on sent que le pétrole a du mal, lui, à continuer de rallier. On a rarement l'incendie, la tornade et les inondations en même temps. C'est une bonne nouvelle. Non, on ne peut pas avoir tout et son contraire en même temps sur les marchés. Et là, en l'occurrence, il y a des signaux qui sont contradictoires. Ce qui s'est passé sur les taux est lié à une volonté des banques centrales. C'était la taux court. Le résultat, il est là, il est patent, il est réel. Ils sont parvenus à juguler l'inflation et la faire revenir aux États-Unis, en tout cas dans des normes tout à fait acceptables. Bravo à eux. Les anticipations à moyen terme d'inflation se sont
plutôt bien tenu sans être décalé par cet épisode d'inflation importante. Bravo. Pas de dégradation drastique de l'économie à ce stade, même si ça fait des trimestres qu'on anticipe le ralentissement ou la récession aux États-Unis. Ma force est de constater qu'on ne fait que reporter cette échéance d'un trimestre à l'autre en prévoyant à chaque fois, on est en train de décaler le T3 ou T4 2023 pour imaginer ça maintenant en 2024, mais force est de constater que pour l'instant, ils sont parvenus à leur fin. Et pourquoi ils y sont parvenus? C'est qu'en même temps qu'on avait cette politique extrêmement difficile sur les taux, je rappelle simplement, parce qu'avec Benoît, on était à l'école ensemble, on se souvient qu'à l'époque, nous dire qu'on allait monter les taux à 5,5, je pense, dans un contexte pareil, qu'on ne l'aurait pas imaginé. On y est. Pourquoi ça a été possible sans provoquer des dégâts collatéraux terribles? C'est simplement qu'en face de ça, on a eu une équation budgétaire aux États-Unis qui a été extrêmement favorable. Et donc, quand vous avez un État qui joue autant de la dépense publique pour relancer l'économie, mais vous avez beau avoir une banque centrale qui est restrictive en face, vous avez quand même une économie qui parvient à s'en sortir. Ce n'est pas finançable ad vitam, il n'empêche que pour l'instant, c'est ce qui a permis d'éviter le crash. D'ailleurs même, l'autre paramètre, c'est un des rares choses que vous n'avez pas cité tout à l'heure, c'est simplement de dire aussi que la taille des bilans des banques centrales, au-delà de la perte de valeur des titres qu'elles ont dans leur bilan, elle a été révisée de la baisse de manière déjà significative. On est passé de 9 à 8 trilliards aux États-Unis. Donc ça veut dire 9 000 milliards à 8 000 milliards, ça fait quand même un impact déjà sur la taille du bilan. On est dans des éléments qui aussi contribuent cette fois-ci au comportement des marchés obligataires. Et donc, je partage à peu près à 100% l'avis qui consiste à dire que 5% sur du 10 ans paraît être un objectif raisonnable si on imagine la croissance potentielle et l'inflation sur les 10 prochaines années. Après, on est des individus qui travaillons sur les marchés. Je crois qu'on a assez d'expérience pour dire qu'il est rare que les marchés soient raisonnables. Ça arrête pile poil au bon prix. Généralement, il y a toujours des petits excès dans les franchissements. Donc, je ne prendrai pas ce pari-là aujourd'hui. Il n'empêche que dans nos allocations, alors pour revenir sur des choses très concrètes qu'on utilise au quotidien pour nos clients ou pour nos fonds patrimoniaux, puisqu'il s'avère que j'en pilote un, l'essentiel, c'est du très très court. Il y a très très peu de sensibilité sur la partie taux. On est allé chercher maintenant du crédit, parce qu'on a un peu de rémunération sur l'IG, sur la qualité d'investissement en tout cas, qui permet d'envisager d'en mettre. On est allé chercher des choses aussi un peu sur des signatures dégradées, ou que ce soit du crossover ou du high yield même, parce que là aussi, on arrive à des rémunérations qui sont pas si généreuses que cela par rapport au taux sans risque, mais il n'empêche qu'elles restent quand même sur des niveaux qui méritent d'être regardés. Les spreads sont serrés quand même. Hein. Le spread est serré, mais le niveau absolu est intéressant. Voilà. D'ailleurs, on parlait des faillites bancaires, etc. Il y a des fonds aussi de dette bancaire qui aujourd'hui sont sur des rendements qui sont intéressants et qu'on a pu mettre en portefeuille. Mais on n'a toujours pas franchi le cap de la duration, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas, de notre côté, un peu à l'instar de ce que vous nous avez dit, non plus figer des taux pour pouvoir mettre dans les portefeuilles, alors que c'est de bonne gestion que d'avoir des taux longs pour assurer la pérennité de la rémunération pour les clients sur une moyenne durée ou sur une longue période. Là, on n'est toujours pas dans ce schéma-là. Ça va devenir de plus en plus tentant, notamment sur le dollar. Alors après, se pose aussi la question, parce qu'on était sur les parités de change, on a commencé, nous, à vendre un peu de dollars. Et au moment où je vous parle, on a procédé d'ailleurs à des arbitrages pour prendre, notamment sur des fonds actions que nous détenons investis sur les États-Unis, des parts couvertes sur le change, tout simplement parce que il y a l'idée qu'il y a un peu d'excès quand même dans la force du dollar aujourd'hui, que c'est suracheté, que c'est trop tendu pour être soutenable. On prend nos gains, c'est-à-dire que on garde le sous-jacent, mais on n'a pas forcément envie de s'exposer sur ces niveaux-là. Je n'irai pas acheter du dollar aujourd'hui. Et donc, on va partir de ce principe-là que là où je peux couvrir une partie de mon exposition dollar, je vais pouvoir le faire. Et je pense que sur ces niveaux de parité de change, ce n'est pas de la mauvaise gestion, parce que si moi, j'ai plutôt tendance à imaginer qu'on pourrait se rééquilibrer un petit peu plus à la faveur de l'euro. Pierre-Olivier, vous disiez tout à l'heure, là, dans le mantra higher for longer, petit doute sur le higher.
Oui, bon, après, je pense que de toute façon, le consensus se dit qu'il y en a peut-être... Enfin, le marché dit qu'il y en a peut-être encore oui, une. d'accord. Ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus D'accord. d'hausse. Voilà, Oui, que, je que les comprends. banques centrales ont fini le travail, au moins en termes de taux. Voilà. Alors après, peut-être... Et le plateau, ça peut tenir longtemps, encore une fois. Hein, je veux dire, 2007, là aussi, on me rappelait des stratégistes que le discours de la Fed, c'était l'idée d'un plateau quand même. Hein, on va tenir, vous inquiétez pas, le resserrement monétaire, etc. Puis ça s'est pas du tout passé comme ça au final. Oui, mais après, moi, je pense que François l'a bien dit, a bien souligné notre oubli sur la politique budgétaire américaine. Ouais. Voilà. Enfin, à mon avis, il faut avoir une vue sur la politique budgétaire américaine dans les prochaines années. Moi, j'ai l'impression que Biden va tout faire pour que les robinets soient encore ouverts pour l'année prochaine. Parce que c'est le dollar, parce que c'est les États-Unis, parce qu'ils peuvent se le permettre. Parce qu'il veut être élu. D'accord. Ça, oui. Voilà, oui. Il veut pas qu'il y ait de problème l'année prochaine. Ouais. Si l'année prochaine on avait un resserrement budgétaire important, ça poserait des gros problèmes à l'économie. Et comment on suit, nous ? C'est la question du taux de change, hein, l'euro-dollar là, qui est en train de s'effondrer. Comment l'Europe, comment la BCE peut tenir le plateau que prévoit la Fed ? Comment est-ce que les gouvernements européens peuvent tenir la logique budgétaire que Biden va entretenir encore jusqu'à son élection ? Comment on peut suivre les bons signaux là-dessus, et je partage aussi l'avis. Alors j'ai commencé aussi, là, j'avoue que en ce moment je me dis j'espère que je ne fais pas une bêtise à mettre mon dos là-dedans, mais enfin bon, on a commencé depuis la semaine dernière à acheter de l'euro-dollar. Mais comment dire, je pense qu'en Europe, il y a deux facteurs qui sont quand même assez intéressants. Le premier, c'est que paradoxalement, l'inflation baisse plus vite chez nous. Et donc, en fait, quand vous regardez les dynamiques, notamment en Allemagne, alors la France est un peu particulier parce qu'on a un peu plus lissé. Mais en moyenne, sur l'Europe, l'inflation baisse assez vite. Donc, les taux réels sont assez bons quand même. Donc, ça, c'est un premier facteur. À un moment, il va falloir quand même... Les gens réfléchissent. En fait, le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on n'a pas d'inflation, que tout le monde regarde... Oui, nominal égale réel, oui. À la fin, c'est les taux réels qui font vraiment bouger l'échange. Et là-dessus, c'est un petit avantage pour l'Europe à un moment. Le deuxième point, qui aussi, il y a quand même une dépression sur l'Europe qui est quand même assez terrible de la part des investisseurs internationaux. Certes, les données d'enquête, on en a déjà parlé, sont très mauvaises, mais les données réelles ne sont pas si mauvaises que ça. Et en plus, quand on regarde devant nous tout ce qui est consommation des ménages, etc., ça a l'air plutôt de bien se porter. En tout cas, on peut avoir une stabilisation qui peut faire redresser les indicateurs surprises économiques qui sont quand même à un niveau très très bas en Europe. Des salaires réels un peu plus positifs ou un peu moins négatifs, ça doit se retrouver dans la consommation. Oui, ça se verra. C'est pas que dans l'épargne. Non, je pense que ça se verra aussi. D'accord. Voilà. Après, donc il y a un mur des craintes en Europe que le marché peut grimper, quoi. Voilà, et puis d'autant plus, alors ce qui me rend un peu plus confiant là-dessus, dans ce scénario actuellement, c'est aussi de voir, parce que là on est dans tous les budgets européens, donc on voit à peu près ce qui commence à se passer. Bien sûr. Bon, personne n'est vraiment rigoureux, hein, même en France. On est tous en train de... Même en France, oui. Finlande, on n'est pas l'exemple de la rigueur, justement. Oui, mais bon, je veux dire... en Allemagne, ils le sont, pour le coup, Pierre-Olivier. Oui, c'est sûr. Ils nous ont annoncé quand même un méga stimulus à 70 milliards. Donc, non. Ouais, c'est ça, oui, c'était... Oui, d'accord. 7 milliards par an, quoi. Oui. Exactement. Ouais. Donc, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que du coup... C'est pas les trajectoires budgétaires... D'accord, voilà. C'est pas les budgets en Europe qui déclencheront une aggravation de la situation l'an prochain. Exactement. D'où d'ailleurs, dans les marchés, il y a un peu l'idée qu'il faut commencer à attaquer l'Italie, etc., que tout ça n'est pas soutenable. Voilà, bon, moi, je pense qu'à ce stade-là, c'est peut-être un peu précoce quand même. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une petite tension qui arrivera au bout. C'est-à-dire que je pense que le problème de cette crise qu'on va avoir, à mon avis, c'est que c'est une crise de l'économie réelle. C'est pas... Et éventuellement, qui peut amener une crise souveraine, si vraiment ça se passe très mal. Mais moi, je pense que la crise financière, on l'a déjà eu. La crise bancaire, on l'a déjà eu. Voilà, les banques, elles font elles arbitrent la BCE en ce moment. Elles n'arrêtent pas de faire des profits gigantesques. D'ailleurs, la BCE essaie de couper les réserves. Ça commence à se voir. Oui. Bientôt, je pense qu'ils vont annoncer qu'ils vont racheter les actifs. Non, mais elles sont dans un état de forme, de solidité, effectivement, donc, sans commune mesure par rapport à ce qu'on connaissait il y a 10-15 ans. Il y a des craquements, mais je veux dire, tout ça est géré. Donc, et je pense aussi qu'il faut être assez prudent sur les émergents. Voilà, d'accord. Et on a toujours l'idée que quand ça va mieux, il faut acheter les émergents. Moi, je trouve pour une fois, l'Europe me paraît plus saine en termes tactiques pour l'année prochaine que les émergents. Il y a des problématiques. Au Mexique, vous commencez à avoir des données qui ne sont pas bonnes sur l'économie. Donc, ça prouve que... Bon, et puis, s'ils commencent à baisser les taux trop rapidement, le marché va se dire « Ah bah oui, mais je suis compensé pourquoi ? Moi, j'étais content avec mon énorme carry, sachant que c'est des données... Enfin, c'est des positions très consensuelles. Ouais. Pareil, si la Banque du Japon se met vraiment à intervenir fort... Enfin, n'oublions pas 98 où en 2 jours le yen s'est apprécié de 33%. Donc, il peut y ça avoir fait du mal ailleurs qu'au Japon, on est d'accord.
Oui, c'est très bien l'idée. Enfin, parlons de l'Europe, justement. Et puis, pourquoi les actions pourquoi les actions n'ont pas plus baissé que ça jusqu'à présent? C'est la question que j'ai envie de formuler ainsi. Oui, c'est vrai qu'on a été surpris, heureusement, trimestre après trimestre, par ces bons résultats. Ouais, je pense que quand on revient un peu en arrière, on a vécu en 2020 un choc d'offres historique, absolument exceptionnel. On ferme les entreprises, donc c'est complètement inimaginable. Et qu'il a fallu que ce choc d'offres mette plusieurs années pour se résorber. Et ça, c'était pas extrapolable parce qu'on ne l'avait jamais vécu et on s'est rendu compte qu'il a fallu plusieurs années pour y arriver. On arrive enfin à la résorption de ce choc. On a aussi fini ce bas de laine qui avait été constitué par les consommateurs, il est épuisé. Donc ce phénomène-là, il est derrière nous maintenant. Donc on rentre un peu, ce que disait tout à l'heure Pierre Levier, on rentre dans une crise économique un peu traditionnelle, d'un cycle un peu plus sain, de fait, avec un ralentissement économique qui est plus logique. Ce qui va effectivement donner un peu de difficulté sur les entreprises maintenant, c'est comment je maintiens mes résultats. C'est un peu plus compliqué. Et on va un peu accuser le coup. Alors à très court terme, on a encore peut-être un petit bas de laine qui s'est reconstitué du côté consommateur avec cette baisse de l'inflation. Bon, tant mieux, mais c'est du très court terme, ça. Ensuite, on rentre un peu dans le dur, malheureusement, des données macroéconomiques, avec des résultats qui sont un peu plus compliqués. Un consensus en Europe qui est peut-être encore un tout petit peu optimiste. Sur les résultats des entreprises. D'accord. Pour les prochaines, et qui va peut-être falloir encore un peu revoir. Donc il y a encore quelques petites difficultés à court terme dans ces prochains trimestres-là. Et il faudra ensuite attendre un nouveau cycle d'autodirecteur pour pouvoir retrouver du souffle. En tout cas, les perspectives d'un cycle d'autodirecteur. On n'y est pas encore, parce qu'on voit bien que côté Fed, il y a quand même cette logique de maintien des taux directeurs pendant un certain temps à un haut niveau. Et malheureusement, côté zone euro, elle est un peu liée. On vient de parler du niveau du dollar. C'est une contrainte pour la BCE. Elle est obligée de le regarder et elle est un peu obligée de piloter à vue en fonction de ce que fait la Fed. Là où la BCE aurait plus de légitimité à baisser ses taux directeurs plus rapidement, elle est peut-être obligée de les maintenir un peu plus long que l'économie ne le demanderait. Ce qui va être une petite fragilité aussi à court terme. Donc vous dites il n'y a pas d'urgence à remettre des actions aujourd'hui dans les portefeuilles ou dans les allocations. La seule perspective qu'on a, c'est la traditionnelle petite fenêtre tactique de fin d'année. Je crois que tout à l'heure François l'a signalé. Fin d'année, on peut avoir plusieurs phénomènes, belles annonces préélectorales aux États-Unis de candidats qui ont envie de faire plaisir à tout le monde, un gouvernement chinois qui voudrait quand même de se donner la chance de réaliser ses prévisions de PIB annoncées en début d'année, et puis tous les investisseurs qui ont quand même intérêt à la fin d'avoir quelque chose une année qui se termine bien. Bon, ça c'est la petite fenêtre des dernières semaines de décembre, et après on revient à la réalité. Et là un premier trimestre sera un peu plus difficile. Sur le cas action, François, avec la période des soutiens. J'étais en train de faire le tour dans ma tête de qu'est-ce qui pourrait être comme argument pour soutenir un peu ce marché qui dévie depuis une semaine. L'argument positif pour les actions. Mais il y a déjà les résultats qui arrivent. Chaque période, c'est celui-là. Alors allons-y. On se fait peur chaque trimestre, en cours de trimestre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des publications, et quand on se rapproche des publications et qu'on remet le thermomètre là où il doit être placé, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des entreprises, dans leurs estimations de profit. Et on est plutôt rassuré. Et la règle vaut encore pour les résultats du T3 qui arrivent, ou est-ce qu'on peut déroger? En tout cas, elle vaut depuis 2022, certes, où on a fait tous les points de marché en face des publications de résultats. Bon. Puis en plus, l'avantage, c'est qu'on est moins cher maintenant déjà. Et déjà, on a un peu moins d'attente sur le marché. Le deuxième point, c'est des résultats. En termes aussi de statistiques, on n'a pas forcément eu beaucoup de profit warning à ce stade. Moi, je n'ai pas eu le sentiment. Il n'y a pas eu d'alerte. Beaucoup. Et quand on regarde les anticipations de résultats sur l'Europe, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait de fortes dégradations. Il n'y a pas d'amélioration en Europe. Aux États-Unis, c'est reparti à l'os. En Europe, ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas non plus de dégradation. C'est-à-dire que le consensus s'ajuste secteur par secteur, mais il y a des contrepoids à ce qui aujourd'hui est révisé à la baisse. Et donc, en masse, pour l'instant, on n'imagine pas sur 2023 qu'il y ait un accident sur les profits, ni même de vrai repli pour 2024 en Europe. Donc, un bon facteur quand même de soutien, s'il devait y en avoir un sur les marchés, au-delà de la valorisation qui, elle,
Si on la corrige des excès ou des grandes belles valeurs de croissance ou des magnifiques qu'on appelle aux États-Unis, mais qu'on a désormais aussi en Europe, les marchés sont sur des multiples assez raisonnables. Effectivement, c'est des multiples qui deviennent un peu plus exigeants quand les taux remontent, et notamment les taux longs, mais il n'empêche qu'on n'est pas dans une zone où je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter des multiples aujourd'hui. S'il y a une bulle quelque part, c'est dans les profits, c'est pas forcément dans les multiples. Et puis, regardez aussi le fait que ça fait maintenant plus d'une année et quelques que le marché n'a rien fait, parce qu'on a un rebond en 2023 qui correspond peu ou prou à la baisse que nous avions eu en 2022. Oui, tout à fait. Et je parle pour les grands indices. Si on descend un petit peu sur les tailles de capitalisation, on est sur quelque chose d'extrêmement douloureux qui n'a pas trouvé de respiration de toute façon depuis maintenant pratiquement 2 ans. Et donc là, on peut s'inquiéter du fait que le marché peut sembler ne pas valoriser correctement les entreprises dès lors qu'on descend dans la liquidité. Je parle des small et mid-cap. Ça, c'est un vrai sujet. Mais là aussi, allez, j'ai retrouvé un autre facteur de soutien. On voit que le marché fonctionne. Les entreprises, il y a des OPA, il y a des retraits de la cote, il y a des primes. Je pense à Colas qui a versé 50% de primes. À Bouygues, pardon. Qui a pour Colas. 50% de primes pour récupérer Colas. Ça veut dire qu'il y avait des sous-valorisations flagrantes dans les segments de valeur moyenne et que c'est quelque chose qui reste en place, que le marché commence à les traiter, qu'il y a des multiplications de ces opérations-là. Ça veut dire qu'il y a du financement pour les faire, ça veut dire qu'il y a du cash dans les boîtes pour les assumer et que pour les entreprises, en tout cas pour des gens qui seront à la tête de ces entreprises, c'est plus intéressant d'aller acquérir la filiale ou le concurrent plutôt que d'aller constituer des investissements pour recréer cette activité-là. Donc ça veut dire qu'on est sur des sous-valorisations du point de vue des gens qui sont directement en prise avec ces métiers. Donc ça, c'est plutôt un facteur de soutien. Et puis, alors si on revient sur les aspects plutôt macro et budgétaires, on n'a pas eu le même effet multiplicateur qu'aux États-Unis sur la dépense publique. Les mauvais chiffres, paradoxalement allemands, vont donner lieu à un certain coup de corne au niveau commercial, parce qu'évidemment, ils ne vont pas laisser sabrer totalement leur secteur automobile face aux importations chinoises. Mais au-delà de ça, le ralentissement qui est quand même plus marqué aujourd'hui en Allemagne que dans l'Europe du Sud va forcément pousser à ce que les équilibres budgétaires allemands retrouvent la voie de l'Europe du Sud plus que la voie de l'Europe du Nord. C'est-à-dire que pourquoi ils n'iraient pas accélérer un petit peu la dépense publique ? On a vu qu'ils avaient des gros besoins énergétiques, je pense qu'ils vont poursuivre dans ce sens-là. Ça peut être effectivement une source aussi macroéconomique de contribution cette fois-ci, et puis ça pourrait s'étendre. Une histoire politique compliquée en Allemagne quand même, sans rentrer dans le détail de la coalition allemande. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour débloquer du budget en Allemagne, déjà, il faut une volonté politique assez forte qui surmonte quand même le logiciel allemand, avec une coalition un peu oui, mais je pense qu'ils peuvent délicate. Pas rester dans une situation mais à afficher durablement une croissance bien inférieure au reste de l'Europe. Européen. Ouais. Oui, non, Pierre-Olivier ? Sur le cas allemand ? Je sais pas, avec François, là, j'ai du mal à suivre, mais non, moi, j'avais pas mal d'espoir, j'avoue, notamment pour la loi de finances qui arrive, et j'étais très déçu des mesures qu'ils ont annoncées. Je trouve que... Moi, il y a un deuxième truc qui me gêne un peu en Europe, là, c'est je pense que les Américains, quand on voit par exemple, on en avait déjà parlé, mais les dépenses en construction manufacturière, alors, il y a des usines de batteries qui se font de partout, de processeurs. Chez nous, c'est le contraire, je veux dire, et ça se comprend. L'énergie n'a jamais été aussi chère. Voilà, on a beaucoup. C'est pas juste, c'est pas un lag. Parce qu'on met plus de temps en Europe, parce que c'est plus compliqué de se mettre d'accord. Oui, ils gèrent à la fois. Oui, mais ce sera peut-être notre tour en 2024 de pouvoir annoncer des projets, de voir les dépenses de construction d'usines augmenter fortement. Mais le problème des dépenses de construction d'usines, on le voit bien, les dépenses par exemple, pour faire une usine de batterie, il faut de l'énergie pas chère. Et aujourd'hui, tout va coûter cher en énergie en Europe. Si vous voulez, les programmes d'investissement sont monstrueux. Et puis, on veut se passer du charbon, on veut se passer... je ne sais pas si on veut se passer du pétrole, mais en tout cas, voilà, on veut décarboner très rapidement. Et le problème, c'est que ça coûte très cher. Voilà, les États-Unis, eux, ils font un mix. Eux, ils extraient du pétrole, du charbon. Et puis, en même temps, ils accélèrent sur tout ce qui est batterie et compagnie. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est peut-être d'ailleurs même pas le sujet. Mais
C'est un peu le mouvement qu'on voit partout aujourd'hui en Europe, d'ailleurs du Royaume-Uni, avec le report dans le temps des deadlines pour les véhicules thermiques, la fin des véhicules, les chaudières à gaz en Allemagne, etc. Enfin, tout le monde dilue un petit peu l'idée de la transition, pour dire les choses. En tout cas, je me dis, quand je vois les résultats, je comprends. Je vois Il y a déjà des résultats aux États-Unis. Je me dis, aux États-Unis, ça va très très vite. En Europe, et pourtant nous, ça fait 10 ans qu'on enseigne l'écologie aux enfants dès qu'ils ont 3 ans dans les manuels. Donc je veux dire, voilà, c'est très, voilà. J'ai l'impression qu'ils sont bien mieux dans l'exécution que nous, voilà, bien meilleurs. Voilà. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Et sur l'Allemagne, c'est vrai que j'attendais justement, je me disais, ils ont vraiment des marges, mais il y a aussi de l'idéologie en Allemagne. C'est ça qui me gêne un peu, voilà. Mais après, s'ils le font, ce serait très bien, voilà. Et si on faisait de manière coordonnée, alors ce serait. Là, ce serait fantastique. Il y a des élections. Non, mais ne sous-estimons pas le cycle politique, parce que l'élection américaine, alors évidemment, ça focalise déjà pas mal d'attention. Il y a un cycle en Europe aussi qui se dessine. Donc. Oui, de toute façon, on fait le même constat comme toujours. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un gouvernement et en Europe, il faut qu'on se mette tous d'accord. Ouais. Donc on est toujours plus lent au démarrage, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes moyens à la fin, mais on y va en ordre dispersé. Donc on est sûrement un peu moins efficace au démarrage. Je pense qu'on peut quand même avoir bon espoir. Et puis après, c'est vrai que du côté de l'Allemagne, il y a une vraie remise en cause du modèle. C'était un modèle basé sur le commerce international. Quand le commerce cale, vous avez ce moteur qui cale. Le problème, c'est qu'on n'a pas le nouveau modèle, quoi. Et il faut se réinventer. Alors, on peut avoir l'espoir qu'il se réinvente, ne serait-ce qu'en se basant sur l'Europe, qui est quand même le marché naturel de l'Allemagne et sur lequel ils ont beaucoup, qu'ils ont beaucoup utilisé, et qui peut être le marché naturel pour se y compris pour vendre des produits, quoi. Bien sûr. Pas uniquement pour produire. Ça, c'est un élément, parce que de toute façon, on est dans un monde où ce moteur-là, il est plus aussi puissant qu'il n'a pu l'être, pour des raisons idéologiques généralement, pas forcément pour les bonnes raisons, mais il est un peu moins puissant, donc il faut se réinventer. On va se réinventer entre nous probablement, mais là encore, je rejoins Pierre-Olivier, ça prend du temps. Entre-temps, il y en a d'autres qui vont plus vite. Et ça, c'est une vraie difficulté pour la zone euro. D'ailleurs, si je peux juste dire en 10 secondes, parce que ce bonhomme me fait penser à quelque chose aussi, ce qui est très intéressant, c'est toute la guerre autour du mix énergétique. Voilà, avec une partie des pays qui dit qu'il faut faire du nucléaire, d'autres qui disent qu'il ne faut pas en faire, il faut mettre des éoliennes de partout. Là où un événement comme la guerre en Ukraine qui a amené la question de la souveraineté, de l'indépendance énergétique au premier plan, peut-être même devant la question pure de la transition énergétique, vous dire, même cet événement-là, il ne permet pas de dessiner une politique énergétique commune aujourd'hui en Europe. Efficace. Voilà. Les Américains, ils diraient, on va tout faire. On va faire du nucléaire, on va faire ça, et puis on va y aller, et puis à la fin, on regardera ce qui marche le mieux, etc. Nous, en Europe, on a des pays qui disent, mais non, le nucléaire, on n'en veut pas du tout. On veut que de l'éolien. Il y a des pays qui disent, non, mais l'éolien, ça défigure de partout. Il y a des élections, il y a des élections. Et puis après, ils disent, regardez chez vous, en plus, vous ne faites que de l'éolien, mais vous n'avez jamais autant grillé de charbon. Ça, c'est pour l'Allemagne. Enfin, on n'en sort pas de ces débats. Donc, il y a de la politique derrière. Il y a des influences aussi pour promouvoir des industries, parce qu'il y a certains pays qui sont plus forts sur l'éolien, d'autres plus forts sur le nucléaire. Enfin, on voit tout ça. Ça reste moins lisible, quoi. Ouais, et puis moins efficace. Voilà. Ouais. Excusez-moi, j'ai repris la parole une minute. François, vous pouvez conclure. Alors, je cherche mes facteurs de soutien l'an dernier. Quand on voit le pétrole qui commence à refluer un petit peu, ça fait plaisir. Parce que c'est pas tenable d'avoir un pétrole qui devient trop cher. Puis j'ajoute, le gaz, toute la crise énergétique, les prix du gaz baissent. Au plus haut. Bon, alors la météo est ce qu'elle est, mais pour l'instant, ça va plutôt dans le sens de pas trop consommer de gaz en amont de l'hiver, et les stocks sont plus hauts. Faut pas se tromper. L'énergie, c'est un élément majeur de la croissance, et si on avait été sur des niveaux de barils largement au-dessus de 100 $, je pense que ça aurait... C'est l'Europe qui avait le plus à souffrir dans cette histoire, et le Japon peut-être aussi. Un très gros coup de frein, c'est plutôt raisonnable dans l'anticipation que l'on a d'une conjoncture qui ralentit, de ne pas avoir un pétrole qui va s'installer sur des niveaux qui soient vraiment... qui ponctionnent trop la capacité de croître de nos économies. La bonne nouvelle, c'est que le niveau de prix actuel est un niveau de prix qui satisfait un petit peu toutes les parties. On n'est pas totalement exsangue en consommant du pétrole, et ceux qui cherchent à en produire et à en trouver arrivent à le faire dans des conditions économiques qui restent favorables. La preuve en est d'ailleurs les communications récentes de Total, qui étaient plutôt rassurantes sur la capacité à augmenter la production et à maîtriser les coûts de cette production pour pouvoir continuer pendant encore de nombreuses années à le fournir
à ces pays clients, dont la France. Et ça, c'est un bull case pour... Ça a été le bull case pour le marché, ce qui est Ouais. une très belle réaction, parce que tout simplement, on est aussi sur des... Non, mais pour le secteur. raisonnables. Pour le secteur. Oui, après, c'est des chiffres opérationnels qui sont assez... Parce que hors du commun 2023, par alors on rapport va au finir secteur. là-dessus, mais 2023, c'est une année boursière très pétrole et beaucoup moins énergie verte pour le coup. Vous avez raison. Il n'empêche que dans la transition énergétique, on a avec Total un opérateur qui est un des leaders du pétrole, évidemment, qui a quand même un mix très important sur le gaz, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent on a tendance à oublier que 30 ou 40% des revenus de Total, c'est sur le gaz. Et puis vous avez un des acteurs qui se développe à vitesse grand V, en gigawatt par gigawatt sur le renouvelable, d'une manière assez raisonnée, avec une vision de l'industriel, qui est capable de réinvestir une bonne partie de son cash flow là-dedans, sans mettre en péril ce qu'il s'est engagé de faire auprès des actionnaires, c'est-à-dire des distributions du cash flow très confortables en termes de dividendes trimestriels, ça rapporte même... ça fait penser aux coupons qu'on pourrait avoir sur des obligataires, et puis des valorisations qui restent extrêmement raisonnables sur des profits. Donc c'est vrai que ça fait partie des secteurs qui ont tiré et qui peuvent aussi compenser parfois des à-coups sur les bien profits sûr. qu'on pourrait avoir sur des segments ou sur des secteurs de grande consommation ou de consommation discrétionnaire. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. François Chollet, Montségur Finance, Benoît Vesco de Lubac Asset Management et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des transitions avec un S et des infrastructures. Nous en parlons avec Charlotte Aubin, à mes côtés en plateau, présidente et fondatrice de Greenwich Partners. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, transition au pluriel, infrastructure au pluriel, et comment notamment le marché de la dette privée peut permettre de construire ces nouvelles infrastructures pour piloter ces transitions énergétiques et digitales. C'est le sujet qu'on évoque avec vous. Un mot de Greenwich. Quel est l'objet de Greenwich dans le monde de l'investissement, Charlotte ? Ouais. Alors, Greenwich, c'est une société que j'ai fondée en 2010 et qui a pris différentes formes. Après 13 ans d'asset management et de banque d'affaires, en 2008, j'ai trouvé que ce serait intéressant de se concentrer sur l'économie réelle avec de l'impact environnemental et social. Et depuis sa création, nous faisons des activités de conseil financier et stratégique, donc sur des transactions d'infrastructures, éoliens, onshore, offshore, mais aussi conseiller des fonds. Et récemment, j'ai créé avec le groupe Crédit Mutuel Arkea, la filiale Shell Shore Prince, une plateforme sur la dette infrastructure. Ouais. On gère près de 700 millions sur plusieurs fonds et mandats. Et puis, l'autre partie de Greenwich est beaucoup plus entrepreneuriale et elle est toujours dédiée à la transition énergétique et digitale, avec de plus en plus de digital lié à l'efficacité énergétique. Les deux convergent, hein, voilà. C'est ça. Transition plurielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ce sont les deux méga-tendances, transition énergétique, décarboner l'économie telle qu'elle s'est créée pendant des dizaines d'années, transition digitale, numériser l'économie, ces deux transitions trouvant des points d'intersection, de convergence, évidemment, Charlotte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre analyse, notamment du point de vue européen, avant et après le déclenchement du conflit en Ukraine, une crise géopolitique majeure, une guerre de haute intensité menée par un pays premier producteur exportateur de matières premières. Donc évidemment ça compte. On a ce concept de souveraineté, d'indépendance, qui est venu se rattacher à ces transitions, ces objectifs climatiques, ces objectifs de numérisation qui étaient déjà bien présents dans l'économie, dans la volonté politique. Alors, l'objectif de souveraineté, visiblement, est un levier assez important pour, donner une nouvelle dimension à ces transitions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce qu'on peut le mesurer, d'ailleurs, aujourd'hui ? Très clairement, Grégoire. Alors, nous, on a été précurseurs. Depuis 2009-2010, on s'est concentré sur des activités sur l'énergie. Il y a 3 grandes tendances qu'on a voulu capturer. L'électrification de l'économie. Et à travers l'énergie, on parle donc de la décarbonisation ou décarbonation, en français, de la décentralisation ou distribution
donc par exemple dans la mobilité, les voitures électriques, mais aussi de la digitalisation. Ça, c'est les 3 grandes tendances sur la transition énergétique. Il y a eu un premier accélérateur qui a été la crise du Covid, alors sur les 2 segments, digital et énergie renouvelable, transition énergétique. Et puis, le fait du prince a été cette crise du gaz, parce que très clairement, le conflit Ukraine-Russe a déclenché une crise du gaz, le gaz étant l'énergie d'appoint dans le mix énergétique. Il se trouve qu'aujourd'hui, les sources d'énergie propre, je pense au solaire, je pense à l'éolien, alors l'hydroélectrique qui existe depuis toujours, sont aujourd'hui les sources d'énergie les moins chères. Quand on regarde sur le cycle complet de l'énergie, c'est la source la moins chère. Alors, il y a toujours différentes façons d'interpréter le nucléaire selon l'intégration ou non du coût de démantèlement, des risques non assurés, etc. Et donc, dans cette crise du gaz russe, très clairement, le pivot a été renforçons les énergies propres. Et on a vu un mouvement à travers l'Europe de libération de la réglementation et nous, sur l'investissement, de développement massif de portefeuilles renouvelables avec une vraie accélération sur le permitting, sur la réglementation, sur le soutien, etc. Même en Suisse, qui est très protectionniste de l'environnement, on a vu une accélération du solaire. Et donc, l'enjeu, il est à la fois de décarbonation, mais, comme vous l'évoquez, Grégoire, d'indépendance énergétique. Et ça, c'est un sujet qu'on aurait au meilleur prix et dont on est sûr qu'on pourra la piloter et qu'on aura la capacité de la fournir, quoi qu'il arrive ailleurs dans le monde, quoi. Exactement. Ouais. Et surtout en local, et d'où les sujets aussi de décentralisation. Et puis ça amène un dernier sujet, on pourra en toucher un mot ensuite, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. L'efficacité énergétique qui devient un enjeu majeur dans les nouvelles infrastructures. Est-ce qu'on a eu cette même révélation, entre guillemets, sur la transition digitale, numérique, derrière le conflit? Il y a la question de la cybersécurité, bien sûr, il y a la question de la sécurité des données. Alors, c'est peut-être pas juste le conflit russo-ukrainien, mais ce phénomène de clubification du monde avec des zones plus ou moins amies qui est en train de se dessiner, de prendre corps aujourd'hui. Là aussi, ça a joué un côté accélérateur, révélateur de la transition numérique. Ça a repositionné cette transition. Alors, sur cet enjeu, alors là on est dans un enjeu autre que les infrastructures, mais l'enjeu du digital, il y a très clairement avec le Web 3.0 une grande accélération. Avec un besoin d'infrastructure, avec un besoin également d'accès à des matières premières, les métaux rares. J'ai assisté hier à un échange sur l'Afrique et les enjeux dans le nouvel ordre mondial. Il y a très clairement des gros enjeux d'accès aux matières premières tirés par la problématique digitale. Pour moi, il y a un autre élément derrière le digital, c'est la frugalité en énergie. Parce que on a besoin de digital pour optimiser l'énergie et la transition énergétique, mais on a aussi besoin d'énergie propre pour alimenter les data centers. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec la plateforme Shelcher. On vient de financer la construction du plus gros data center en Allemagne avec un des gros acteurs entre Google et Amazon qui s'est engagé sur 10 ans sur l'utilisation du data center et avec une rémunération très intéressante. Et étant donné le niveau de croissance sur les data centers, on a une croissance d'à peu près 25% par an. On est très loin de satisfaire les besoins de notre boulimie digitale. Et donc, il y a des belles opportunités d'investissement. Quand on parle infrastructure, on parle de dette, évidemment. C'est le marché clé pour financer ces transitions et ces transformations structurelles de nos économies, de nos appareils productifs, Charlotte. Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille de ce marché aujourd'hui et aussi comment est-ce que ces acteurs de la dette que vous conseillez, avec qui vous travaillez, comment est-ce qu'ils s'adaptent au nouvel environnement de taux d'intérêt? Alors, je dois avouer que ça a été une aubaine pour les investisseurs ou financeurs en dette infrastructure. Pourquoi ?
Alors, juste si on reprend les caractéristiques de l'infrastructure. Premièrement, on parle de services essentiels. Services essentiels, on en a besoin, quelle que soit la situation de l'économie. Récession ou pas, on a besoin d'eau, d'électricité et de mobilité. Deuxièmement, on parle d'actifs réels avec des cash flows contractés et indexés sur l'inflation. Ça tombe bien, on est dans une période inflationniste et donc la nature structurelle des infrastructures donne une protection naturelle contre les cycles économiques. Maintenant, si on se concentre sur la dette c'est un marché en infrastructure asset management qui s'est créé au milieu des années 2010 suite aux difficultés bancaires et un besoin de trouver des financements alternatifs, donc dits institutionnels, en substitution des banques, sachant que les actifs infrastructures sont financés à 80% en dette. Donc on a eu assez rapidement l'émergence des fonds d'infrastructure equity qui sont substitués aux États, et puis la dette est venue plus tard. Mais on parle de 80% de la taille du marché. Alors j'ai un ou deux chiffres en tête. Sur l'Europe, depuis 2014, on est entre 160 et 200 milliards par an sur l'Europe en infrastructure. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le flux d'investissement annuel en infrastructure en Europe. Voilà. J'ai un autre chiffre en tête qui est intéressant, c'est à l'échelle globale sur le clean energy, qui est quand même un des secteurs qui nous intéresse. Attendez, je reprends. Oui. Pardon. En 2014, on avait moins de 100 milliards par an, alors qu'on était déjà dans une phase de transition énergétique. Bien sûr. En 2021, on était à 1,4 trillion. 2022, 1,2 trillion par an en clean energy. Ce qui représente les 3/4 des investissements en infrastructure énergie à l'échelle mondiale. Maintenant, les points intéressants sur la dette, quand on finance des infrastructures, on finance des actifs réels. Et quand on met en place un financement bancaire, on le met avec des sûretés sur des actifs tangibles. Bien sûr. Ce qui veut dire, je donne un exemple, l'Assor en 2013 a été dans une situation de défaut. On n'a pas coupé Service les aux robinets. collectivités, l'Assor, c'est ça. Exactement. Gestion de l'eau, etc. Gestion de l'eau. On n'a pas coupé les robinets, évidemment. On a restructuré et on est reparti. Ce qui veut dire que l'infrastructure financée en dette, le financement dette, a très peu de cas de défaut. Ouais. Donc, sur de l'investment grade, on est inférieur à 3% sur 10 ans et sur du double B, on est inférieur à 4%. Et en parallèle de ce taux de défaut très faible, on a un recouvrement très élevé. C'est le cas de l'Assor, où quand on a des actifs qui délivrent des services essentiels, on ne va pas s'en priver. Donc, on restructure. Et l'équation financière ? Et j'en viens à la notion des taux. Alors nous, on finance en taux variable. Sur nos investissements avec Shellshare, on finance en taux variable, donc spread au-delà de l'Euribor. Ça tombe bien. On avait sur du investment grade un spread de 2,5, mais on partait de 0 quasiment en 2021. Maintenant, on y ajoute 3,5, 4%. Et puis, sur du double B, on cherche des spreads de 5 à 6%, auxquels on rajoute 3,5 à 4%. Donc, ce qui veut dire on se retrouve avec des financements en dette, avec des ratings double B ou triple B, avec peu de risques de défaut, un bon recouvrement, sur des niveaux de TRI d'environ 10 à 11% selon les transactions. Donc, résilience, décorrélation. Et dans cet environnement d'inflation, d'incertitude, de récession, on n'est pas très clair sur le scénario économique de l'Europe. Ça explique le succès. Voilà. Ça explique le succès de ces marchés, effectivement, tels que vous les avez décrits. 30 secondes pour nous parler de la nouvelle frontière, pour vous, justement. Oui. Alors, la nouvelle frontière, qui est mon nouveau dada, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est ce que vous dites. L'efficacité énergétique. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et il se trouve qu'il y a une opportunité très intéressante aujourd'hui, c'est la situation immobilière. Donc, en France, on a une problématique à la fois réglementaire sur l'efficacité énergétique, la performance énergétique de l'immobilier, avec
entre parenthèses, un risque de gilet jaune sur cette réglementation qui bien est sûr. beaucoup trop Mais dure. partout en Europe. Hein. Exactement. On a en plus une augmentation du prix de l'énergie et une augmentation des taux, ce qui met un gros stress sur l'énergie, sur l'immobilier. Et donc, on s'est embarqué dans une plateforme afin de... Bon, je serais ravie de venir en parler une autre fois. C'est le teaser, là, Charlotte. Voilà. Mais on s'est embarqué sur un projet d'efficacité énergétique au service des citoyens et de la préservation de leur patrimoine et de leur pouvoir d'achat. Et on en reparlera. Ouais. Efficacité énergétique appliquée à l'immobilier, ça permet de préserver la valeur de son bien immobilier. Hein, c'est ça l'idée. C'est le message qu'il faut faire passer. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte Aubin, qui est avec nous sur ce thème des transitions et des infrastructures, présidente et fondatrice de Greenwich Partners, invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.